Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est acquitté depuis le 15 janvier 2019 par les juges de la chambre préliminaire de la CPI et vit désormais à Bruxelles où il attend son procès en appel. Dans un livre paru le 10 janvier 2019, donc il y a quelques jours seulement, aux éditions Mass Milo, son conseiller spécial, le franco-ivoirien Bernard Oudin, revient sur le destin de l'homme, son combat pour la souveraineté de son pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout sur son procès. Bernard Oudin est notre invité du jour. Bernard Oudin, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Commençons par un fait d'actualité. Ce 10 février, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré sur une chaîne internationale ne pas du tout connaître le premier procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo. Il dit précisément ceci: je ne le connaissais pratiquement pas, je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Et ce 13 février, la même chaîne internationale revient sur cette déclaration et a confirmé que le président Alassane Ouattara a rencontré au moins 3 fois le premier procureur de la CPI. Pourquoi le président ivoirien ferait-il économie de vérité quant à ses liens avec le procureur Ocampo? Écoutez, en tant que vous avez dit que j'étais citoyen franco-ivoirien et en tant que citoyen ivoirien, je trouve pathétique que la personne qui est chargée de représenter l'État ivoirien, puisque c'est le président de la République, en arrive à des mensonges aussi dramatiques que celui-là. Dans mon livre dont vous avez parlé, je mets même l'agenda de M. Ocampo, écrit par la CPI, qui lui dit: vous prenez le Thalys à telle heure, vous arrivez à Paris à telle heure, demain midi, vous déjeunez à l'appartement de M. Ouattara. Ça, c'était quelques jours avant le transfert de Laurent Gbagbo. Et depuis hier, on voit... À Paris, dites-vous. À Paris, dans l'appartement du 149. Donc les deux hommes ont bel et bien déjeuné ensemble. Ils ont déjeuné. Et la terre entière a vu les photos de ce déjeuner, puisqu'elles apparaissent sur l'ensemble des réseaux sociaux aujourd'hui. La télévision ivoirienne elle-même, il y a eu 2 émissions de la RTI, 2 journaux de la RTI. Un a été présenté par Abiba Dembélé, l'autre présenté par David Mobio, que je connais tous les deux, et qui ont bien présenté M. Ocampo au palais présidentiel avec M. Ouattara. L'affaire est close. Vous déclarez très clairement dans votre livre Monsieur Oudin, je vous cite: après 7 ans de détention et 3 ans de procès au cours duquel sont apparus au grand jour les manipulations et errances de la justice internationale, l'heure de vérité a sonné. J'ai envie de vous dire, la CPI ira-t-elle jusqu'au bout en acquittant définitivement le président Laurent Gbagbo? Le président a été acquitté par la chambre d'instance le 15 janvier, comme vous l'avez dit. On parle aujourd'hui de l'appel. Oui. L'appel n'a pas encore été interjecté par Mme Bensouda. Oui. Et j'imagine pas Mme Bensouda pouvoir interjeter appel dans des conditions normales. Quels sont les interstices dans lesquels elle pourrait se glisser pour trouver une motivation, un motif d'appel? Parce que l'appel ne doit pas être dilatoire. Nous sommes dans un cas précis où, depuis, comme vous l'avez répété, depuis 7 ans, le président est à La Haye. Déjà, la chambre préliminaire en 2013 devait libérer le président Gbagbo. J'ai des mails dans mon livre qui le prouvent. Il y a eu une manœuvre politique à ce moment-là. Le président Gbagbo a attendu encore 5 ans, plus de 5 ans avant de pouvoir sortir de La Haye. Alors, monsieur Oudin, ce que vous dites est intéressant. Vous dites qu'il n'y a aucun élément qui puisse permettre à Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, de faire appel et de gagner le procès en appel. Oui, parce qu'il y a certains commentaires depuis l'acquittement du président qui disent: oui, mais Fatou Bensouda n'a pas su présenter le dossier, il y a eu 3000 victimes, etc. Oui. C'est une très mauvaise façon de présenter les choses. On a voulu faire un procès à Laurent Gbagbo sur des faits précis. Il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire, tout le monde la connaît, je l'ai vécue. Mais le président Gbagbo n'a pas été reconnu coupable des crimes dont on a voulu le charger. Il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. On n'a même pas auditionné ses propres témoins. On n'a même pas eu besoin d'auditionner un seul témoin de la défense. Il a suffi d'écouter les témoins de l'accusation qui se sont avérés finalement pour l'essentiel des témoins hostiles au procureur pour que le président Gbagbo soit acquitté par la Cour pénale internationale. Et comment Mme Bensouda va trouver des arguments en 2019 alors que depuis 2011, on n'a rien trouvé contre le président? Par contre, aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est vraiment passé dans ce pays. Pourquoi? Et le président Gbagbo l'avait dit dès son premier rendez-vous à la CPI, il avait dit: il faut savoir, c'est celui qui a perdu les élections qui a créé les problèmes. Alors, et là, il faut revenir au sujet. Je retiens de vos propos que l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo est donc une question de temps et que de toute façon, objectivement, Fatou Bensouda n'aura
aucune possibilité de faire aboutir l'appel. C'est bien ce que vous dites. C'est évident. Dans votre livre, Monsieur Oudin, vous revenez un peu sur la crise ivoirienne et avec des nuances qui permettent de comprendre la situation qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on retient aussi, c'est qu'au fond, la crise ivoirienne a divisé la classe politique française. Ce n'est pas tous les politiciens français qui étaient donc pour l'intervention militaire en Côte d'Ivoire. Vous relatez un message adressé par un député UMP dont je tais le nom au président Sarkozy d'alors, au président de la République d'alors, et il dit ceci: à Abidjan, il ne peut y avoir d'autre solution que politique. L'idée d'éliminer ou de faire éliminer un des deux prétendants au pouvoir ne peut que déshonorer ceux qui en seraient les instigateurs et ne sauraient apporter sur le plan réaliste de la politique la moindre solution durable. Les jeunes générations africaines souhaitent rénover les institutions de leur pays et elles ont besoin à cette fin de nous. Mais en aucun cas, il n'appartient aux pays occidentaux et en France en particulier de décider des personnes qui doivent les incarner. Et pourtant, le président Sarkozy passe outre et intervient militairement. Et ce que vous ne dites pas, c'est que cet email, je l'ai reçu. Le monsieur m'a téléphoné le dimanche 10 avril à 22 h pour me dire j'envoie ce mail sur le mail personnel de Nicolas Sarkozy. Et le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec ce député et à ce moment-là, il me dit je suis très inquiet parce que la France va répondre favorablement à Ban Ki-moon, parce que vous saviez que l'armée française à Abidjan, dans le cadre des Nations Unies, avait un mandat particulier. Elle était sous contrôle des autorités françaises et il fallait que M. Ban Ki-moon demande l'autorisation au président Sarkozy pour faire intervenir l'armée française. Et monsieur le député en question dont vous parlez me dit M. Fillon, Premier ministre, a convoqué tous les présidents de groupe à 17 h cet après-midi pour les informer que la France allait quasiment entrer en guerre. Alors Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont convoqués à 17 h et que le président Gbagbo est arrêté à 13 h. Donc même la France n'a pas respecté sa propre procédure interne. Mais ce qu'on retient, c'est que non seulement l'intervention militaire française en Côte d'Ivoire divisait la classe politique française, y compris à l'intérieur de l'UMP, le parti présidentiel d'alors, mais aussi, et il faut aussi le reconnaître, c'est une demande de Ban Ki-moon aussi. Une demande de Ban Ki-moon qui a été poussée par les Français. Parce que je suppose que la lettre de Ban Ki-moon a dû être rédigée par les Français. Et c'est un artifice. La France voulait intervenir parce que le vendredi 8, là on est le 10, le vendredi 8, il y a un 2011, il y a un conseil de guerre à l'Élysée. Et je relate que vous relatez cette réunion après ce conseil de guerre où John Kabena vient après parce qu'il n'assiste pas à cette réunion, mais il est reçu dans la soirée grâce à Alexandre Djouri, le fameux Djouri. Il est reçu par Sarkozy et il sort de la réunion à 22 h et il appelle Bédier pour lui dire si Gbagbo est encore au palais mardi prochain, c'est-à-dire le 12 avril, c'est que ma mère m'a fait avec un chien. C'est-à-dire la décision a été déjà prise qu'il fallait chasser Gbagbo du pouvoir. Revenons donc à l'homme dont nous parlons. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il en ce moment? Vous savez, le président Gbagbo, je l'ai vu à La Haye le 20 décembre 2011 la première fois. Et je l'ai vu la dernière fois quand il a levé les bras après son acquittement pour nous saluer. En mois de décembre, j'étais avec lui à la prison. Je savais que l'acquittement était tout à fait... Ça, vous l'avez dit, vous l'avez prédit bien avant. Je l'ai écrit, vous l'avez écrit dans votre livre. J'ai écrit que c'était la seule solution pour la CPI. Pour que la CPI continue d'exister, il fallait qu'elle respecte le droit. Et en discutant avec le président, il m'a dit, tu sais, je veux d'abord que mon honneur soit lavé, ce qui est fait avec l'acquittement, de retourner dans mon pays, vivre au milieu des concitoyens, participer à la rénovation de ce pays, à quelque poste que ce soit. C'est le choix du président sera le choix du président. Mais la nécessité, c'est qu'il soit au milieu des Ivoiriens pour préserver la réconciliation. Merci. Benna Oudin, vous êtes donc l'auteur de ce livre, Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Masmilo. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.